Super. Rebonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Avant de vous installer sur les sièges, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une caméra dans la salle. Pour ceux qui sont déjà venus, c'est la première fois cette année qu'on va fonctionner comme ça. Donc la caméra est tout simplement faite pour pouvoir filmer la conférence. Donc c'est le docteur Durand-Dubief et moi-même qui allons être filmés vous présentant les CEP progressives aujourd'hui. La caméra sera coupée au moment des questions-réponses. Donc voilà, l'idée c'est qu'ensuite la vidéo de la conférence pourra être mise en ligne sur le site du réseau Rhône-Alpes CEP pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui de pouvoir visualiser la conférence. Donc c'est un exercice un petit peu particulier pour nous aussi aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes nombreux je pense, je suis Ariane Sanchez, je suis psychologue clinicienne au réseau Rhône-Alpes Sclérose en plaques et coordinatrice en partenariat avec le docteur Laurence Gignoux qui est neurologue au réseau Rhône-Alpes Sclérose en plaques également. Et donc j'ai l'honneur d'être en binôme aujourd'hui avec le docteur Françoise Durand-Dubief et on va vous parler de sclérose en plaques de forme progressive aujourd'hui. Bonjour à tous. Du coup, pour le film... Je suis trop près de l'enceinte. C'est en bas ou en haut ? En bas, hein. Bon, je me rapproche de vous, je suis vaccinée, j'ai 3 injections, je n'ai pas de symptômes, donc désolée. On enlève le masque parce que franchement, parler avec un masque, c'est super fatigant. Alors, du coup, effectivement, cette session est faite pour aborder les CEP progressives un peu sous tous leurs aspects. Je vais vous présenter un peu, c'est pas la première fois qu'on fait une conférence sur la CEP progressive. Je vais vous présenter un peu les aspects particuliers de cette forme de la maladie. N'hésitez pas à poser des questions, même pourquoi pas en cours de conférence. L'idée, c'est quand même pas de prendre trop de retard et puis il y aura de toute façon toute la partie pour poser les questions après. Donc voilà, je vous déclare mes liens d'intérêt. Ariane, je crois pas que tu en aies. Bon, la sclérose en plaques, on repart sur des choses basiques. Vous savez que c'est une maladie auto-immune, démyélinisante. Quand on dit auto-immune ou inflammatoire, c'est la même chose. C'est que votre système immunitaire ne reconnaît pas quelque chose au sein de votre système nerveux central, le considère comme quelque chose d'étranger et donc va l'attaquer. Alors, je vais prendre, souvent quand j'explique la forme progressive, je prends souvent l'image de la guerre, parce que vous allez voir, ça va vous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans les formes progressives. Donc, c'est une attaque, en règle. Hein. Les lymphocytes, on a des lymphocytes B, des lymphocytes T, on a plusieurs sortes de lymphocytes. Ils se mettent tous en rang de bataille pour aller attaquer le système nerveux central. Il y a un truc, ça leur va pas, ils y vont. Démyélinisant, parce que ces lymphocytes, ces cellules qui vont attaquer le système nerveux central vont créer en premier des lésions de démyélinisation. Vous savez que la gaine de myéline, c'est la couche de plastique qui est autour des nerfs. Sauf, alors c'est comme le câblage électrique, hein, sauf que dans le système nerveux central, cette gaine de plastique, non seulement elle sert à isoler le câblage électrique les uns des autres, mais en plus elle a un rôle dans la transmission nerveuse, c'est-à-dire plus la couche de myéline est importante, plus il y a du plastique autour, plus le nerf va vite. Donc voilà, c'est multifocal puisque ça donne des plaques dans différents endroits, et c'est dans le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Donc voilà la définition de la sclérose en plaques au sens large. Diapo suivante. On n'a pas de défileur, ça marche pas. Voilà. Alors, pour revenir également, je vous ai repris cette image des cellules. De quoi est constitué le cerveau ? Il est constitué de 30% de nerfs. Donc cette fois, on parle du câblage électrique. Hein. Les neurones, c'est le câblage électrique. Et puis à côté, il y a 70% de tissus. Alors les astrocytes, qui sont ces cellules vertes là, c'est elles qui permettent notamment de faire, on va dire grossièrement, de nourrir le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des pieds astrocytaires qui vont se mettre au niveau du sang et ça va apporter entre autres les nutriments aux neurones. Donc ça, c'est des cellules de support qui sont super importantes. Et puis on a nos fameux oligodendrocytes qui sont les cellules qui s'embobinent autour de nos nerfs pour aller accélérer la vitesse de transmission de ces nerfs-là. Donc ça, c'est les oligodendrocytes qui sont touchés. Et puis, il y a la microglie dont on parlera tout à l'heure, qui prend de plus en plus d'importance actuellement, notamment dans les formes progressives. Diapo suivante. Alors, comme je vous le disais, hein, ici, vous avez le sang,
les lymphocytes, qui sont donc des globules blancs du système immunitaire. Ils ont trouvé le moyen de sortir du sang, de rentrer dans le système nerveux central, d'attaquer la couche de myéline, de la grignoter. Si l'attaque est trop importante, le câblage électrique qui est dessous peut également être touché. Et on verra par quel mécanisme. Et donc, du coup, c'est ça qui donne les symptômes dans la maladie. Diapo suivante. Une autre façon de le resymboliser. Vos lymphocytes, ils passent la barrière, ils arrivent à rentrer dans le système nerveux central. Et vous voyez qu'on a deux types de lymphocytes. On a des T, des B. Les deux font partie de la réponse immunitaire et les deux se potentialisent pour coordonner l'attaque au niveau du système nerveux central. Diapo suivante. Alors, vous savez qu'on a différentes formes évolutives de la maladie. La forme de début, dans la grande majorité des cas, est ce qu'on appelle la forme rémitante récurrente, c'est-à-dire c'est une forme à pousser. Donc, généralement, effectivement, il y a un premier épisode neurologique qui survient, qui dure au moins 24 heures, c'est la définition, et puis qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Généralement rentre complètement dans l'ordre, puis un deuxième épisode, et puis au bout d'un moment, on peut commencer à garder quelques séquelles, c'est-à-dire des gènes qui persistent de la poussée, et ça peut s'accumuler avec le temps. Ça, c'est le mode d'entrée dans 85% des cas. Au bout d'un certain nombre d'années, certains patients vont présenter ce qu'on appelle un virage secondairement progressif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, qu'il y ait des poussées ou non, on constate entre deux consultations, les patients disent j'ai pas fait de poussée, mais je m'aggrave petit à petit, je perds du terrain, je sens des symptômes qui vont en s'aggravant, et ça peut être avec ou sans poussée. Et puis, dans 15% des cas, on a ce qu'on appelle la forme d'emblée progressive. Et là, ce sont souvent des patients qui, en fait, au début d'ailleurs, c'est pas toujours facile à identifier, mais ne font jamais de poussée, en tout cas pas au début, et commencent par une gêne à la marche, une gêne, je sais pas, une gêne à la main, un tremblement, des choses comme ça. Et font que, en fait, on met souvent plusieurs années à poser le diagnostic et les choses vont en s'aggravant petit à petit. Et ce sont donc ces 15% des patients qui rentrent dans la forme d'emblée progressive comme ça. Non, pardon, je veux bien que tu reviennes 2 secondes. Non, mais c'est de ma faute. Ce qu'il faut savoir, c'est que les critères de diagnostic de la sclérose en plaques dans les formes rémitantes, ils sont hyper connus, ils ont été réévalués plein de fois, maintenant ils sont bien cadrés. Les critères de diagnostic de la forme d'emblée progressive sont également bien connus maintenant. Ils sont toujours en cours d'amélioration, mais ils sont bien connus. On sait comment poser un diagnostic de sclérose en plaques d'emblée progressive. On arrive souvent un peu tard après la bataille, mais les critères sont bien établis. Le problème, c'est cette phase-là. C'est le diagnostic des gens qui ont commencé par des poussées et qui virent secondairement progressives. Là, on a un vrai problème diagnostique. Diapo suivante. Alors, je vous en fais part parce que des fois, quand on est avec une forme à pousser, des fois, votre neurologue, il peut mettre du temps à vous dire si là, on a vraiment l'impression que vous êtes passé en phase secondairement progressive. C'est pas que votre neurologue est mauvais, c'est juste que c'est super compliqué et que les critères diagnostiques actuellement ne sont pas du tout établis. Et actuellement, le diagnostic de forme secondairement progressive, il ne se fait que sur la clinique que vous nous rapportez. On n'est pas capable de le faire autrement. Alors si on essaie de faire des mesures, mais c'est super compliqué. Et donc pourquoi ? Parce que vous pouvez faire des poussées qui laissent des séquelles. Et puis en fait vraiment ce qu'on appelle le PIRA, maintenant vous entendrez peut-être parler de ça, c'est un concept, c'est vraiment d'aller dégager l'élément de progression en dehors des poussées éventuellement qui surajoutent. Et donc ça c'est vraiment très compliqué. Diapositive suivante. On n'arrive pas à avoir de définition standardisée. Il y a plein de gens qui ont fait des définitions. On a eu un groupe de travail d'experts français où on a essayé de mettre une définition à partir de quand on considérait qu'un patient était secondairement progressif. On a du mal. Délai souvent plusieurs années. Moi, je mets en moyenne à peu près 2 ans à dire à un patient qu'il est en train de passer en forme progressive. Parce que c'est pas net, c'est des fois difficile, et difficile à communiquer avec le patient sur des modifications subtiles. C'est-à-dire des fois, c'est vraiment des petites choses.
on se dit, est-ce qu'on est dans des fluctuations ou est-ce que vraiment les choses s'aggravent? Il faut se donner du temps. Et moi, en moyenne, je mets facile 2-3 ans. Je suis dans cette zone-là, alors à moins que ce soit franchement évident. Mais souvent, je suis quand même dans un délai de 2 ans. Et en sachant, quand on parle de progression, notamment dans la forme progressive d'emblée, il nous faut 1 an d'accumulation du handicap, comme ça, d'aggravation du handicap. Donc, de toute façon, il nous faut au moins 1 an de recul, ça c'est sûr. Et en plus, bon, vous savez, le DSS, pour ceux qui connaissent, c'est notre façon de quantifier, on va dire, le handicap. Le DSS, en fait, ne quantifie que le handicap moteur de la marche, ne quantifie pas vraiment le handicap au niveau des membres supérieurs, ne prend pas en compte les troubles vésico-sphinctériens ou les troubles cognitifs quand certains patients ont des difficultés pour se concentrer. Et donc tout ça n'est pas pris en compte. Donc c'est le moins mauvais, il est encore utilisé, c'est le moins mauvais, c'est celui qu'on utilise le plus, mais en pratique, il est peu sensible, effectivement. Alors il y a tout un tas de trucs qu'on essaie de trouver pour savoir comment faire pour aller porter un diagnostic de forme secondairement progressive et pour essayer d'anticiper au mieux. Alors on a plusieurs pistes, notamment on fait différents tests. Il y a peut-être les neurofilaments qui sont des prises de sang, ça c'est peut-être quelque chose qu'on fera plus tard, qui permettra de dire attention, ce patient-là, il risque de passer en forme progressive. Et puis, il y a tous les éléments d'IRM. Je vais vous parler un petit peu d'IRM parce que ça va nous aider à comprendre un petit peu la phase progressive, mais en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de progression à l'IRM. Diapo suivante. Alors, quel est Tiens, il y a un truc qui n'est pas passé, c'est pas grave. C'est pas inflammation, c'est neurodégénérescence, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Non, si, alors c'est inflammation, pardon, j'ai rien dit. Alors, pour reprendre les aspects, l'inflammation, on revient sur cette diapo, les lymphocytes rentrent dans le cerveau, attaquent, et voilà ce qui se passe à l'IRM, diapo suivante. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle cette maladie la sclérose en plaques, parce que ça fait des plaques. C'est ces taches blanches que l'on voit là. Donc ça, ce sont des séquences qui sont faites exprès pour bien les visualiser. Je ne sais pas si vous voyez très bien, le contraste n'est pas très bon. Là, on est sur de la moelle épinière, et on voit ici des plaques. Alors, les plaques, je vous parlais de guerre, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est sur de l'inflammation, on est sur les formes rémitantes à pousser. Je vous en dis un petit mot parce que c'est important quand même pour la progression. Les plaques, c'est vos lymphocytes, vos armées, là, elles ont réussi à trouver le moyen d'entrer dans le pays, on va dire, qui est donc le système nerveux central, et ce sont des champs de bataille. Les plaques, c'est des champs de bataille. Donc là, vous avez des lymphocytes dans cette zone-là. Là, on est dans du cerveau normal, et là, c'est la guerre ici, c'est une bataille. Donc les lymphocytes attaquent, créent de la démyélinisation. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ce phénomène, du coup, les lymphocytes, une fois que la bataille est faite, les lymphocytes s'en vont et puis la plaque se reconstruit, enfin la zone démyélinisée se reconstruit. Les oligodendrocytes, qui sont ceux qui embobinent, arrivent à réembobiner. Et ils réembobinent plus ou moins bien, on le verra plus tard. En tout cas, ils réembobinent, ils savent se réparer, mais la gaine de myéline n'est souvent pas aussi performante que celle du départ. Mais ils arrivent quand même à refaire de la gaine. Alors pourquoi ça laisse quand même des plaques? Les plaques, elles ne disparaissent pas sur l'IRM, on les voit, mais on verra qu'on a des plaques qui sont différentes d'intensité. Vous voyez ici, c'est très blanc, ici, c'est un peu plus gris, parce qu'il y a des zones qui se remyélinisent mieux que d'autres, et on verra qu'à l'avenir, c'est probablement un des objectifs sur lesquels sur lesquels on travaille déjà, mais ce sera peut-être là le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire, ce sera peut-être là un des moyens de faire récupérer, c'est vraiment d'arriver à refaire de la gaine de myéline dans ces zones-là. Diapo suivante. Alors juste pour ici illustrer, c'est la même patiente, une seule coupe, et on voit l'activité inflammatoire, c'est les plaques blanches là qui apparaissent. Alors ici, c'est tous les mois de l'année. Alors heureusement, tous les patients ne présentent pas cette inflammation-là, mais chez elle était très active. Donc janvier, février, mars, il ne se passe pas grand-chose. Avril, boum, une petite plaque ici. Mai, juin, ici, on a de nouveau une petite plaque là aussi. Août, il y en a une autre qui apparaît ici, là aussi. Enfin voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène chronique. Il y a une attaque permanente
qui se fait contre le système nerveux central. Et ça, c'est la forme inflammatoire, c'est la forme à pousser. Donc ça, on verra. Au niveau des traitements, vraiment, on arrive vraiment bien à calmer cet aspect-là. Et ça, c'est... moi, ça fait 25 ans que je fais de la sclérose en plaques. Franchement, cet aspect-là, il commence vraiment à être très, très bien contrôlé. Diapo suivante. Alors, le problème, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle la neurodégénérescence. C'est un terme un peu dur, en fait, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais en fait, c'est la souffrance chronique, cette fois. Et c'est ça qui sous-tend la part progressive de la maladie. Et notamment, on voit dans le cerveau, là, ce qui est en vert, ce sont les plaques. Mais on voit que le cerveau, il y a des choses un peu orange au niveau du cortex. Et puis on voit que le cerveau ici, ça c'est une forme extrêmement évoluée de la maladie, mais a tendance à se ratatiner. Je prends souvent l'image du cerneau de noix. On a tous un cerveau quand on est jeune, qui a un beau cerneau de noix tout bien frais. Plus on avance dans la maladie, mais plus on avance en âge aussi. Moi j'ai pu le cerneau de noix quand j'étais jeune. Mon cerveau s'atrophie un petit peu avec l'âge. Et avec la maladie, le fait qu'il y ait une souffrance chronique, ça peut faire aussi un petit peu accélérer le vieillissement, on va dire, du cerveau. Diapositive suivante. Alors, pourquoi je vous remontre encore cette image? Vous allez dire, mais elle insiste, mais oui. En fait, dans la réponse immunitaire des plaques, souvent, ce sont les lymphocytes T qui attaquent, qui créent, ça fait partie de ceux qui attaquent le plus. Les lymphocytes B vont s'activer, c'est ceux qui fabriquent les anticorps. Et cette fabrication d'anticorps s'autonomise, devient un peu chronique, et c'est aussi ça qui participe, mais on va voir que ce ne sont pas les seuls phénomènes. Diapo suivante. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que, alors ici on le voit bien, vous voyez du câblage électrique, il y a des zones, quand il n'y a plus de gaines de myéline, quand il n'y a plus de couches de plastique, et l'axone, s'il est trop exposé trop longtemps, le nerf, s'il est trop exposé trop longtemps, il y a un moment, il dit non mais moi j'en ai marre de fonctionner sans couche de plastique, tant pis, je me coupe. Et là, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence liée à ces transsections. Et ça, c'est quelque chose qui fait que pendant un temps, il peut ne pas y avoir de symptômes en lien, mais au bout d'un moment, au bout de 20 ans de maladie, l'axone, il dit « mais moi, j'y arrive pas, j'en peux plus, j'arrête ». Et donc, c'est des phénomènes qui peuvent entraîner et contribuer un petit peu à ça. Alors, je reprends un peu des images. J'essaie de vous donner des images pour que vous essayiez de comprendre. La progression aussi, souvent, je parle de guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il n'y a plus vraiment de champ de bataille, mais c'est une guerre froide. Il y a une espèce de blocus sur le fonctionnement du système nerveux central. Imaginez vos axones, c'est les routes. Alors souvent, je prends l'image des routes de France, d'ailleurs. C'est les routes. Et imaginez que vos routes, elles ne sont pas entretenues. Le goudron dessus, il n'est pas refait, il n'est pas constamment bien refait. Au bout d'un moment, on voit ce que ça donne, des routes qui ne sont pas entretenues. Il y a des trous, des nids de poules, des machins. Je peux dire, vous ne conduisez pas pareil dessus, ça c'est sûr. Ça va plus lentement. Et c'est globalement à peu près ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'en fait, les nerfs, au bout d'un moment, ils n'y arrivent plus. Alors, il y a des fois, il y a carrément des routes coupées, mais sinon, ça ne fonctionne pas très bien, c'est ralenti, et voilà. Et ça fait partie, effectivement, des processus un peu de souffrance chronique qui sont liés à cette forme de la maladie, à cette forme de guerre froide qui est faite au système nerveux central. Diapo suivante. Autre élément, on voit qu'il y a alors ça, c'est des concepts, ce sont des concepts assez récents, c'est ce qu'on appelle les slowly expanding lesions, c'est-à-dire qu'on voit ici, sur une petite plaque, on voit qu'en fait, c'est pas toutes les plaques, c'est vraiment que certaines. On voit qu'il y a certains champs de bataille, il n'y a plus on voit plus de lymphocytes dans le champ de bataille. Ça, c'est des études NAPAT qui nous ont montré. Il n'y a plus d'armée. Mais ces champs de bataille, ils ont tendance à augmenter de taille. C'est des champs de bataille qui ne se reconstruisent pas, premièrement, où il y a vraiment du mal à refaire de la gaine de myéline dedans. Et il y a probablement des choses qui traînent dans ces champs de bataille. Alors souvent, pour illustrer,
Je prends des images comme par exemple un champ miné. Souvent, une fois qu'il y a eu une bataille, il est fréquent qu'il y ait des champs minés. Et ben, c'est des champs minés. C'est-à-dire c'est des zones où même s'il n'y a plus les lymphocytes, il reste des choses qui sont nocives pour le système nerveux central. Et donc il faut imaginer ça comme par exemple des champs minés. Donc du coup on n'arrive pas à reconstruire sur des champs minés, il faut faire sauter toutes les mines. Et ben il y a probablement des molécules dans le cerveau qui font que ça mine les zones et qu'on n'arrive pas à se reconstruire parce que les oligodendrocytes, dès qu'ils mettent un pied là-dessus, boum, ils se font repousser, ils se font refouler. Voilà, il y a d'autres choses, d'autres phénomènes que l'on va voir sur la diapo suivante. C'est ce qu'on appelle des rimes. Alors ça aussi, ça fait peut-être partie des lésions qu'on va être capable d'identifier à l'avenir. Ce sont des lésions, vous voyez, alors c'est d'autres séquences, donc elles n'apparaissent pas blanches comme là, mais on voit que ce sont des lésions qui ont un petit rond noir. Ce sont des dépôts de fer autour de la lésion. Et en fait, ce que ça signe, c'est cette microglie. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de microglie, là, quand je vous parlais des cellules du cerveau. La microglie sont des cellules immunitaires qu'on a dans notre système nerveux central, qui sont en veille, qui sont là tout le temps. Moi, j'ai plein de microglies dans ma tête. Mais cette microglie, elle ne bouge pas. Voilà. Par contre, quand il y a une réaction inflammatoire type sclérose en plaques, la microglie va s'activer. Et en fait, à un moment, on ne savait pas trop si elle essayait de nous défendre contre l'attaque du système immunitaire ou si, au contraire, elle se retournait vers nous. Il faut voir la microglie. Actuellement, c'est comme ça qu'on la voit, comme une sorte de milice. Je reviens sur ma guerre, là. Comme une sorte de milice. C'est des cellules immunitaires qui se retournent contre nous, elles s'activent, et on pense au jour d'aujourd'hui que c'est ce qui se passe. Et en fait, ces cellules immunitaires contribuent probablement à la souffrance chronique. Elles entretiennent localement une agression, alors que les lymphocytes, eux, ne rentrent quasiment plus dans le système nerveux central. Et donc, elles entretiennent un phénomène, et on va voir qu'on a des cibles actuellement thérapeutiques qui s'adressent à cette microglie. Diapositive suivante. Alors là, je reviens un petit peu sur mon image de voie de rue. On a, d'un point de vue radiologique, je vous parlais, vous voyez, de plaques. Alors ça, c'est une coupe de cerveau. Ici, on voit en blanc, avec des petits points verts dedans pour pointer des plaques, mais on voit qu'on a des zones un peu intermédiaires. Et ça, sont des zones parce qu'il manque des routes, justement. Il manque du câblage. Il y a du câblage qui est parti. Et en fonction, ça peut jouer un petit peu sur la conduction nerveuse. Et ça, par exemple, vous voyez en imagerie, en IRM, on est capable de reconstituer. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu des images comme ça. C'est ce qu'on appelle de la diffusion. On reconstruit, ça fait des images superbes. Ce n'est pas nous qui les avons travaillées. Ça nous donne ça comme image, puisqu'il y a un gradient couleur en fonction de l'orientation. Et ça nous donne un petit peu l'état du réseau routier, du réseau des voies au niveau du système nerveux central. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être utiliser, mais on sait que dans la sclérose en plaques, on sait que ce réseau de voies, il est un petit peu altéré. Diapositive suivante. Alors, dans les autres phénomènes aussi, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on m'apprenait la sclérose en plaques, c'était une pathologie de la substance blanche, c'est-à-dire de la gaine de myéline. On nous disait ça. En fait, donc imaginez, sur la carte de France, c'est une maladie des routes, pour parler poliment, quoi. En fait, il n'y a pas que les routes qui sont touchées, il y a également, on en revient à l'histoire de la guerre froide, il y a aussi une souffrance au niveau du cortex, et voyez le cortex comme les villes. Il y a une souffrance au niveau des villes également. Et on ne le voyait pas sur l'IRM parce qu'on n'a pas, malgré les améliorations qui sont faites sur le fait de visualiser en IRM, on est très très mauvais pour détecter les lésions au niveau du cortex. Ici, vous retrouvez du cerveau, on retrouve des plaques ici, là dans la substance blanche, on les voit bien, pardon. Mais là, dans le cortex, on ne les voit pas bien, alors qu'il y en a une petite. C'est vraiment, on a du mal à les mettre en évidence, et c'est pour ça qu'on pensait au début, c'est vraiment que de la substance blanche. Mais non, en fait, il y a du gris, et voyez-le comme les villes, en fait. Les villes souffrent aussi.
et probablement là aussi pour diverses raisons. Blocus énergétique, il n'y a peut-être pas tous les apports dont ils ont besoin. Et ça, je ne le dis pas en l'air, il y a des études qui étudient le fonctionnement métabolique cérébral et on voit qu'il y a des dysfonctionnements métaboliques. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas, je dis ça aussi, j'utilise des images, les centrales nucléaires fonctionnaient moins bien, comme si on manquait d'essence dans certaines stations. C'est pareil, quand on est obligé de faire la queue pour aller remplir le réservoir, ça veut dire que ça fonctionne moins bien. Et donc, il y a des blocus énergétiques en tant que tels. Il y a des lésions locales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des irritations, des micro-champs de bataille au niveau des villes également. Ça peut arriver. Et c'est ça qui fait que, mis bout à bout, le système nerveux central a du mal à fonctionner. Diapositive suivante. Faudra que je redise un truc que j'ai pas mis sur mes diapos. Il y a aussi dans les choses qui sont irritantes, et ça c'est nouveau aussi. Alors je vous en parle, c'est un peu compliqué, mais en fait, ça fait partie des cibles actuellement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, là aussi c'est pareil, moi on me disait c'est une atteinte de la substance blanche, c'est une atteinte du cerveau. On s'est rendu compte qu'il y avait une inflammation autour du cerveau, le liquide céphalorachidien, effectivement, puisqu'on vous fait une ponction lombaire pour confirmer qu'il y a de l'inflammation. Inflammation qui est constatée parce qu'il y a une fabrication d'anticorps dans le liquide céphalorachidien. Et on a découvert assez récemment aussi qu'il y avait des petites zones autour du cerveau, on la voit en blanc ici, qui sont des espèces de centres de lymphocytes B particulièrement, qui fabriquent des anticorps, qui s'autonomisent et là aussi qui font une espèce de zone de fabrication des lymphocytes B et qui peuvent attaquer le cerveau par l'extérieur, on va dire, et notamment créer les lésions corticales dont je vous parlais, les lésions des villes, on va dire plutôt. Donc voilà, ça vient aussi entretenir l'inflammation chronique et notamment ces follicules tertiaires, on appelle ça comme ça, de cellules B. On verra qu'on a des traitements, les anticorps anti-CD20, qui ciblent entre autres ces cellules-là. Donc voilà, à voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir mieux les imager, mieux les traiter, mieux les cibler, c'est encore ça la discussion. Diapositive suivante. Et alors, ce qui peut participer aussi à la fatigue qu'il peut y avoir et à la complexité, c'est que quand on a besoin de faire une tâche quelconque, alors ici, par exemple, c'est un patient qui n'a pas de sclérose en plaques et à qui on demande de faire une tâche très basique, de bouger le doigt, eh ben, on se rend compte que chez des patients qui ont des scléroses en plaques, pour faire la même tâche, on est obligé de recruter plusieurs aires. On est obligé d'activer plusieurs zones parce que tout seul, manifestement, cette zone-là n'y arrive pas. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui peut aussi participer beaucoup à la fatigue que présentent les patients. C'est-à-dire que pour une même tâche, vous êtes obligé de recruter beaucoup plus de zones, d'activer beaucoup plus de trucs. C'est-à-dire, alors je reprends mes images, c'est pour expliquer. Je ne sais pas si à Lyon, je demande à ce qu'on fabrique des quenelles à Lyon. À Lyon, on est censé fabriquer des quenelles, quoi. Et là, il faut imaginer que Lyon n'a plus tous les ingrédients ou il n'arrive pas à fournir autant qu'il faudrait. Et du coup, on va demander à d'autres villes. C'est ça, en fait, l'activation. C'est ça, le fait de recruter d'autres zones. C'est-à-dire de dire, ah là, mais en fait, il va me falloir d'autres choses, d'autres villes pour pouvoir arriver à produire ce que je dois produire. Et non seulement je suis obligée de demander aux autres villes, mais en plus, les routes pour aller aux autres villes fonctionnent un peu moins bien aussi. Donc tout ça fait que ça demande une énergie au cerveau qui est plus importante. Diapositive suivante. Encore, du coup. Voilà. Donc, au-delà de ce qu'on avait appris au départ, la démyélinisation, elle est dans la substance blanche, mais elle est également dans la substance grise. On a des phénomènes de souffrance chronique et qui, notamment, sous-tendent la maladie. Et puis, on a cette inflammation qu'on n'avait pas vue au départ, qui est autour du cerveau et qui participe également à ça. Diapositive suivante. Alors, avant cette diapositive, je vais rajouter une chose. Il y a aussi une chose qui participe, j'ai dû enlever la diapo sans le faire exprès,
ce sont les lésions de la moelle épinière, parce que le cerveau, c'est une chose, mais il y a également la moelle épinière, et on sait que les lésions de la moelle épinière sont également des lésions qui, premièrement, peuvent donner une poussée, quand on en a une, mais avec la poussée récupère, et avec le temps, c'est un petit peu, comment dire, ça peut sensibiliser justement à la progression et à la gêne qui s'installe avec le temps, parce qu'il faut imaginer, la moelle épinière, c'est comme si vous aviez l'autoroute A6, mais vous ne pouvez pas sortir de l'autoroute A6. Et donc, quand il y a une poussée, il y a un accident ou un champ de bataille sur l'autoroute, eh ben, du coup, ça passe plus. Il faut attendre que ça se répare pour que le flux reparte. Mais vous n'avez pas le droit de prendre des itinéraires bis. Contrairement au cerveau qui a des itinéraires bis, mais pas dans la moelle. Et donc, une fois que l'accident est réparé, du coup, c'est bon. La circulation repart. Mais par contre, il faut imaginer que là aussi, je vais reprendre mon image du goudron, il n'est pas entretenu ou il se répare moins bien ou il est plus ou moins bon, au bout d'un certain nombre d'années, de 20-30 ans, cette zone-là, elle va être fragilisée et vous allez être obligé de ralentir le flux à cet endroit-là. Voilà, je prends des images, c'est vraiment pour que vous essayiez de fixer un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que les lésions de la moelle épinière, on y fait d'autant plus attention parce qu'on sait maintenant qu'elles ont tendance à favoriser, pas toutes, fort heureusement, et on va voir pourquoi, mais elles ont tendance à favoriser éventuellement des virages progressifs, on s'en méfie. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les formes d'emblée progressives, on est capable de porter un diagnostic sur des patients qui n'ont que des lésions de la moelle épinière. Alors pourquoi autant de variabilité entre patients? C'est entre autres, ça peut être une des explications. Comme je vous disais, quand on a une lésion, donc on a une destruction de la gaine de myéline, parfois même de certains axones, on a donc naturellement la capacité à refaire de la gaine de myéline et à réparer la lésion. La réparation, elle se fait plus ou moins bien. On voit ici une ancienne plaque qui s'est remyélinisée, mais on voit qu'on n'est pas au même niveau de myéline qu'au départ, qui là est en bleu. Et puis on a des lésions qui, elles, ne se remyélinisent pas, un petit peu pour les raisons que je vous expliquais, parce que probablement il y a des choses qui les empêchent de se remyéliniser. Et ça, c'est très étonnant parce on a des études qui montrent qu'il y a des patients qui ne remyélinisent pas, on en a d'autres qui remyélinisent bien, et en plus, au sein d'un même patient, on peut avoir un patient qui remyélinise à certains endroits et pas à d'autres. Probablement parce que ça correspond à des phénomènes inflammatoires qui n'ont pas été tout à fait les mêmes. Alors là aussi, vous allez me dire, mais du coup, je sais pas, on prend l'armée de terre, on prend l'armée de l'air, on prend la marine, voilà. Et du coup, les attaques n'ont pas été faites de la même façon, et la réponse ne se fait pas de la même façon, et la réparation ne se fait pas de la même façon. Mais ça reste vraiment quelque chose sur lequel il va absolument falloir travailler et sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Diapositive suivante. Je suis à combien de temps là, Ariane? J'ai mis 40 minutes. Ah déjà? Non, ça fait déjà 40 minutes. Mon Dieu. J'ai pas du tout terminé. Alors, progression clinique, juste une chose. Il faut savoir que la forme progressive, actuellement, on la qualifie comme ça, CEP d'emblée progressive ou secondairement progressive. Et globalement, ce qui va importer pour faire vite, c'est est-ce que c'est actif ou est-ce que ce n'est pas actif. Quand c'est actif, ça veut dire qu'il y a des poussées surajoutées, mais d'authentiques poussées. Et sinon, ça veut dire que radiologiquement, il y a des nouvelles choses. Il y a soit des lésions qui prennent le gadolinium, soit des lésions T2. Donc, il y a des champs de bataille. Pour faire simple, il y a des champs de bataille ou pas, quoi. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de dire si oui ou non, dans ces formes progressives, on va pouvoir proposer des traitements ou pas. Diapositive suivante. Alors, les traitements. Je vous ai mis tous les traitements qui existent et puis j'ai barré ceux qui ne se proposent pas dans les formes progressives. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux que je n'ai pas barrés, ce sont ceux pour lesquels on peut les proposer, mais que dans les formes actives de progression. Et beaucoup de patients ne présentent pas d'activité à un stade secondairement ou d'emblée progressive. Et donc pour ces patients-là, actuellement, il y a peu de traitement, il n'y a pas de traitement disponible. Donc en première ligne, on a
l'ocrelizumab et l'ofatumumab, Ocrevus et Kesimpta, en sachant que Kesimpta, il vient de sortir il y a 3 semaines, on n'en a pas encore donné pour l'instant. Hein. C'est tout frais, tout neuf. Mais tous les traitements de première ligne qu'on a, en théorie, n'ont pas d'indication dans cette indication-là. De même, donc en deuxième ligne, on retrouve les mêmes médicaments, Ocrevus, Kesimpta, le Mavenclad dans les formes très actives de sclérose en plaques, le Lemtrada, je l'ai mis, mais en pratique, il n'est plus disponible en France. Mais là aussi, on est chez des patients qui présentent une activité inflammatoire, donc poussée, nouvelle lésion à l'IRM. Et puis en troisième ligne de traitement, l'amitoxantrone et le cyclophosphamide qui sont des chimiothérapies et qu'on ne propose plus véritablement maintenant parce qu'on a quand même des étapes intermédiaires. Mais vraiment, et je l'ai mis en haut, dans les formes progressives, les seuls patients pour qui on peut en donner, ce sont les patients qui sont actifs. Et là est notre gros problème. Diapo suivante. Alors voilà, diapo, tu vas voir, ça va. Donc voilà, ici on a les formes sur lesquelles on a des traitements avec des AMM, formes rémitantes, formes secondairement progressives actives. Les formes d'emblée progressives, je les ai mis en orange parce que l'Ocrevus a l'AMM théorique en Europe, mais il n'est pas pris en charge en France dans les formes d'emblée progressives avec activité. Et en théorie, du coup, le problème actuel, c'est la prise en charge des patients qui sont en forme progressive non active. Et là, actuellement, hélas, on a peu de choses à vous offrir. Diapo suivante. Je dis juste un mot sur l'autogreffe de moelle, je passe vite. Beaucoup de patients nous parlent de l'autogreffe de moelle. En pratique, l'autogreffe de moelle, c'est un reset du système immunitaire. On remet tout à zéro, c'est une chimiothérapie, faut être simple. On vous prend vos lymphocytes, on va les mettre d'un côté, on fait un conditionnement avec une chimiothérapie, comme pour un traitement de leucémie. Et puis après, on vous réinjecte les cellules souches. Et puis on se dit, comme on a remis le système immunitaire à zéro, ça doit repartir dans le bon sens. Bon. Diapo suivante. Il faut savoir quand même que ça, alors c'est vrai qu'on en parle souvent un peu à tous les moments, mais en fait pour l'instant c'est surtout recommandé pour les formes actives rémittantes récurrentes, donc vraiment les formes extrêmement sévères de début de maladie. Et hélas, l'autogreffe de moelle ne permet pas de réparer. Donc pour l'instant, dans les formes évoluées de la maladie, c'est pas vers cette voie-là qu'il faut aller. Diapo suivante. Encore. Voilà, encore une fois. Ouais, voilà, super. Donc, ce dont je vous parlais et qui actuellement est vraiment en essai thérapeutique, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la Bruton tyrosine kinase. On a des essais en cours et en fait, c'est cette fameuse petite microglie là qui est entre autres ciblée. Alors, ça touche également les lymphocytes B, donc nos fameux lymphocytes qui attaquent, qui fabriquent des anticorps, qui se mettent autour du cerveau dans des petites boules pour sécréter des anticorps. Mais en plus, il y aurait un effet sur cette microglie, donc cette activation. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller jouer sur le fond de la progression et de voir si on obtient un résultat. Donc, on a pas mal d'essais thérapeutiques en cours, là, et notamment dans des formes progressives et notamment dans des formes progressives non actives. Voilà, mais les essais sont en cours et il faut attendre probablement plusieurs années avant d'avoir les résultats. Diapositive suivante, du coup on passe. La biotine, j'en parle vite fait. Certains patients en ont eu, c'était peut-être prometteur ou pas, mais bon, en pratique c'est négatif, donc on oublie la biotine. Diapo suivante. Simvastatine, on est dans le cadre d'un traitement, c'est du traitement anti-cholestérol, la simvastatine. Il y a un essai thérapeutique en cours, ce qu'on appelle MSTAT. On attend les résultats pour 2023. L'opicinumab, qui était un médicament, je vous parlais de trucs piégés là. Eh ben, l'opicinumab, c'est ce qu'on appelle un anticorps antilingo. Il était fait pour essayer de récupérer et de permettre aux oligodendrocytes de pouvoir se refabriquer. C'est un antimine, entre guillemets. Et ben, ça ne marche pas. En tout cas, cet antimine-là ne marche pas. Et puis, on a plusieurs médicaments qui sont en cours de discussion, mais il n'y a pas d'essai de phase 3 pour l'instant. Donc vraiment, tous ces médicaments qui seraient éventuellement neuroprotecteurs, pour l'instant, soit on attend, soit on attend des résultats d'essais, soit on attend les essais. Mais bon, c'est un peu compliqué. Diapo suivante. Et vraiment, n'oubliez pas,
dans les formes progressives de sclérose en plaques, au jour d'aujourd'hui, le meilleur traitement, c'est le traitement symptomatique. Je vous ai mis à peu près tout ce qui se faisait dans chaque domaine, mais vraiment, n'oubliez pas, c'est fondamental. Traitez vos troubles de la marche, faites de la kiné, bougez autant que vous pouvez, faites bien attention aussi à tout ce qui est urine, constipation, douleur, tout ça est fait pour essayer d'optimiser le bien-être, pour essayer d'optimiser les mouvements. Quand vous jouez sur une vessie qui ne fonctionne pas bien, vous améliorez la marche ou la spasticité parce que tout ça s'auto-entretient. Diapo suivante. Un mot sur le cannabis médical. Vous savez qu'il y a une expérimentation en cours. L'idée, c'est que d'ici 2 ans, le cannabis médical puisse être accessible à tous. Voilà. Bon, je vous en dis très brièvement un mot. 3000 patients, il y en a 1000 patients inclus pour l'instant. On est à 140 dans la sclérose en plaques. Il faut savoir que c'est un peu lourd parce que il est considéré comme stupéfiant. Du coup, on doit prescrire tous les 28 jours. Du coup, c'est hyper lourd pour les médecins actuellement. Mais en sachant que vous, à côté, vous pouvez aller chercher du CBD seulement, qui est actuellement en train de pulluler partout. Bon, ça peut être des fois quelque chose qui peut être à essayer pour la spasticité, les douleurs, les spasmes. Moi, je trouve que ça marche bien sur les spasmes. On espère au plus vite que ce cannabis thérapeutique puisse être disponible. Par contre, je vous déconseille de fumer du cannabis. C'est plein de THC, c'est grosses doses et c'est pas la meilleure voie pour essayer de vous aider dans vos symptômes. Diapo suivante. Je vais finir par ça. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a, pour vous dire qu'en fait, l'axe c'est vraiment actuellement sur l'élément progressif. C'est compliqué la progression pour toutes les raisons que j'ai essayé de vous expliquer, mais autant on arrive bien à calmer l'inflammation, autant la progression c'est très très compliqué. Et pour vous dire que l'effort est vraiment fait au niveau international, vous pouvez aller sur ce site, vous aurez plein d'informations. C'est International Progressive MS Alliance, et ça c'est la page d'accueil. Diapo suivante. Vous avez tout un tas de choses qui sont mises à disposition, et notamment Progress Report, diapo suivante. Voilà, ici vous pouvez regarder ce petit film qui vous permettra de voir un petit peu où on en est, et vous verrez que vraiment le focus actuellement, quand on fait nos congrès sur la sclérose en plaques, le focus actuellement, il est sur la progression. Vraiment, ça y est, je ne vais pas dire que l'inflammation s'est réglée, mais franchement, le focus, il est sur la progression actuellement. Et je vais passer la main à Ariane pour la suite. Merci. Ok, je vais prendre la suite de cette présentation dense et riche en informations. Moi, je vais essayer d'intervenir aujourd'hui sur les aspects psychologiques qui pourraient être spécifiques aux formes progressives de sclérose en plaques. C'est une demande de certains d'entre vous. Donc, je vais vous amener quelques points de réflexion sur ces aspects psychologiques, et j'espère qu'on pourra continuer à discuter surtout sur les questions-réponses sur la session juste après. Donc, diapositive précédente, s'il te plaît. Oui, super. Voilà. Donc, dans la sclérose en plaques, vous avez peut-être déjà entendu parler de troubles neurocomportementaux ou psychocomportementaux ou neuropsychocomportementaux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que tous les mécanismes que vient de vous présenter Françoise, ils ont un impact sur la sphère neurologique. Ils génèrent des troubles moteurs, des troubles fonctionnels. Mais on pense aujourd'hui de manière certaine que ça joue sur ce qu'on appelle la sphère cognitive. Donc tous ces mécanismes d'inflammation, de chantier de guerre, de minage des zones, de routes qui sont cassées, vont poser des problèmes sur les fonctions intellectuelles des personnes. Je vais y revenir après. Et puis on pense, même si on n'arrive pas à expliquer les mécanismes aujourd'hui, que ce champ de bataille, il a un impact aussi sur la sphère émotionnelle, et que à cause des mécanismes physiologiques de la sclérose en plaques, il peut y avoir une apparition des troubles de l'humeur ou de la régulation des émotions qui sont directement liés à la maladie et non pas au vécu de la maladie.
Donc quand on va parler d'aspect psychologique, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, les difficultés morales, les difficultés psychologiques peuvent provenir de deux origines différentes qui cohabitent parfois ensemble. Donc il va y avoir les aspects physiologiques de la maladie, donc l'atteinte neurologique en elle-même sur les sphères cognitives et émotionnelles, et bien sûr la difficulté de vivre avec cette maladie et de s'adapter psychologiquement à cette maladie. Diapositive suivante. Donc, on a deux phénomènes distincts, l'atteinte du système nerveux central, donc pour la sphère cognitive et émotionnelle, c'est le cerveau qui est en ligne de compte et non pas la moelle épinière, et le vécu de la maladie en lui-même. Parfois, on va réussir à distinguer l'origine des troubles. Il y a certains troubles cognitifs où on va pouvoir distinguer qu'ils viennent d'un problème de la maladie directement. Parfois, sur les aspects psychologiques, les troubles de l'humeur, ça va être plus difficile de dire est-ce que c'est l'atteinte du système nerveux central qui génère ce problème d'humeur ou est-ce que c'est le vécu de la maladie en lui-même. Dans les deux cas, il faut travailler sur l'ensemble des axes qui sont possibles pour essayer d'améliorer les aspects psychologiques. Diapositive suivante. Donc, quand on parle de troubles de l'humeur, on parle de quoi? On parle principalement de dépression et d'anxiété. C'est les troubles psychologiques qui sont les plus présents dans la sclérose en plaques, toutes formes confondues. Mais dans les formes progressives, on pense que l'atteinte du système nerveux central et puis les années de vécu de la maladie vont faire que les personnes deviennent plus sensibles à la dépression. C'est-à-dire que les mécanismes de la maladie et le vécu vont faire que petit à petit, en tant qu'être humain, on va devenir plus vulnérable à la dépression et plus à risque de faire une dépression. Donc au cours de la vie avec la maladie, une personne sur deux atteinte de sclérose en plaques va pouvoir faire un ou plusieurs épisodes dépressifs. Donc quand on parle de dépression, de quoi on parle exactement? On parle de sentiments de tristesse, on parle de perte d'intérêt, de perte d'envie. Il va y avoir de la dévalorisation de soi, de la culpabilité, et vont pouvoir s'accompagner avec ces problèmes psychologiques de dépression, des difficultés au niveau de la concentration, de la mémoire, ou des difficultés sur le plan comportemental, au niveau du sommeil, de l'appétit. Donc tous ces symptômes-là, c'est bien sûr des symptômes qu'on peut vivre au quotidien ou de manière plus espacée. Ça ne veut pas dire qu'on fait forcément un épisode de dépression. Pour faire un épisode de dépression, il faut que ces symptômes-là ils soient présents tous les jours, presque toute la journée, pendant au moins 3 semaines, pour qu'on puisse dire qu'il y a des changements physiologiques au niveau du cerveau qui fait que la personne se déprime et a, si on peut donner une image, ce filtre noir devant les yeux qui fait que tout est perçu beaucoup plus négativement. À terme, le risque d'avoir une humeur dépressive ou de faire des dépressions, c'est de développer ce qu'on appelle un mécanisme d'impuissance acquise. C'est-à-dire que si je vis des dépressions trop longtemps ou trop fréquemment au cours de ma vie, ce qui peut m'arriver, c'est que finalement, je vais me faire une idée que quoi que je fasse, ça ne sert à rien parce que j'y arrive pas. Et du coup, j'apprends que je n'ai pas de contrôle pour faire face à les situations et je peux finir par me résigner et par arrêter d'essayer d'aller mieux, arrêter d'essayer de combattre la maladie, arrêter d'essayer de faire des choses pour mon bien-être. Et puis, si j'ai ce filtre noir devant les yeux, c'est plus difficile d'avoir des perspectives de satisfaction et de me dire que je vais pouvoir prendre du plaisir en allant voir des amis ce week-end, par exemple. La dépression, il y a un moment clé où ça va être plus présent chez les personnes. C'est les personnes qui passent en forme secondairement progressive. Françoise vous l'a déjà un petit peu expliqué, c'est un passage déjà qui est compliqué sur le plan diagnostique. C'est un moment où la maladie peut changer de forme, donc la personne a pu s'adapter sur la forme rémitante, comprendre son corps, comprendre ses symptômes, comprendre un peu mieux comment réagir face à cette maladie. Et puis cette maladie, finalement, petit à petit, elle change de forme et il faut faire un effort de réadaptation à ce moment-là. Ce mouvement de réadaptation, il demande beaucoup d'énergie. Et puis le passage en forme secondairement progressive, en termes de vécu psychologique, beaucoup des personnes avec lesquelles j'échange vont me dire « j'ai l'impression de ne pas avoir réussi, j'ai l'impression que c'est un échec, j'ai l'impression que tout ce que je fais depuis des années, ça n'a pas servi parce que finalement, voilà, la maladie, elle progresse quand même et tout ce que j'ai fait n'a pas permis de la stabiliser comme j'aurais voulu ».
Donc il y a cet aspect psychologique au moment de ce passage en forme secondairement progressive qui peut être très difficile à vivre, et il est important de pouvoir le repérer parce que pour le coup la dépression on sait la traiter. Donc si elle est repérée, on peut vous accompagner sur le plan médicamenteux mais aussi sur le plan psychothérapique pour surmonter cette phase qu'on sait difficile. Et il y a un autre critère par rapport à la dépression et au passage en forme secondairement progressive, qui est un critère plutôt physiologique. C'est que généralement, quand il y a un passage en forme secondairement progressive, il y a une augmentation des lésions au niveau du cerveau. Et on pense que l'augmentation des lésions au niveau du cerveau génère cette vulnérabilité à la dépression et le risque plus important de faire une dépression quand la charge lésionnelle est plus importante. Diapositive suivante. Sur l'anxiété, alors de manière générale, vous savez que cette maladie a une caractéristique très particulière, c'est son imprévisibilité par rapport à l'évolution. Donc comme tout ce qui est inconnu, imprévisible, ça pose des points d'interrogation. Et quand il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on a ce qu'on appelle des ruminations anxieuses. On a le vélo dans la tête qui se met en route et puis on commence à essayer d'imaginer l'avenir, comment ça va évoluer, et on peut faire tout un tas de scénarios pour essayer de reprendre un peu de maîtrise sur ce qui va nous arriver. Donc ces ruminations anxieuses, elles augmentent chez la majorité des gens. Et chez 37% des patients, ces ruminations anxieuses, elles vont vraiment prendre une part très très importante dans le quotidien et elles vont venir empêcher de vivre le quotidien parce qu'il y a cette anticipation permanente qui va faire que les personnes sont tout le temps préoccupées et qu'elles n'arrivent pas à mettre de côté ces questionnements et sont toujours envahies par ce vélo qui tourne. L'anxiété, ça peut favoriser la dépression, dont on parlait juste avant, et c'est généralement aussi un vecteur de fatigue, alors plutôt de fatigue mentale, mais d'une énorme fatigue. Les ruminations anxieuses, il faudrait l'imaginer comme un ordinateur qui rame et qui tourne en permanence. Donc ça pompe de l'énergie en permanence, parce qu'en permanence, il y a une partie du cerveau où il y a une énergie qui est dédiée à ces anticipations, à ces inquiétudes, à ces peurs qui tournent à l'intérieur. Diapositive suivante. Donc ça, c'était les troubles de l'humeur. Ce qui peut être généré aussi par les mécanismes de la sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle les troubles de régulation des émotions. Il n'est pas rare que je rencontre des personnes qui me disent qu'elles ne vivent pas leurs émotions comme auparavant, qu'il y a des choses dans la manière de vivre les émotions qui ont changé. Donc il peut y avoir des phénomènes qu'on appelle hyper-expressivité émotionnelle. Ça veut dire que les personnes ont l'impression de perdre le contrôle sur leurs émotions. Alors un exemple particulier de ça, c'est généralement la colère. C'est des personnes qui vont me dire qu'elles sont beaucoup plus irritables qu'avant, qu'elles peuvent se mettre en colère beaucoup plus facilement qu'avant, qu'elles ont conscience que l'irritabilité et la colère arrivent, mais que malgré cette conscience, il n'y a pas la possibilité de stopper la colère à ce moment-là et de la faire redescendre. Comme quelque chose qui envahirait, qui déborderait et qui serait devenu en partie difficile à contrôler. Et puis on va parler également de labilité émotionnelle. La labilité émotionnelle, c'est des changements d'humeur qui peuvent être fréquents au cours d'une même journée ou au cours d'une même semaine, avec des états émotionnels qui vont changer, qui vont être d'un état de bien-être, de sérénité, à de la colère, à de la tristesse. Et pareil, ces changements émotionnels-là, c'est aussi vecteur d'énormément d'énergie et ça génère beaucoup de fatigue chronique. On pense que ces troubles de régulation des émotions sont liés et à l'atteinte du système nerveux central et au vécu psychologique de la maladie. Les problèmes dans les régulations émotionnelles, je vous ai noté que ça peut rendre difficile la prise de décision. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour être capable de prendre une décision, il faut d'abord pouvoir analyser émotionnellement la situation. Et du coup, si nos émotions sont perturbées, parfois on arrive moins bien à évaluer la situation et j'ai des patients qui vont me dire qu'ils sont plus en difficulté qu'auparavant pour prendre des décisions dans leur vie. Ça peut s'expliquer en partie par rapport à cet aspect émotionnel. Et puis bien sûr, quand les émotions sont moins bien contrôlées, ça peut avoir un impact dans les relations aux autres. Si je suis plus irritable et que je me mets plus en colère qu'avant avec mes proches, généralement ça modifie la relation avec eux et ça peut malheureusement contribuer à l'altérer. Diapositive suivante. Les troubles cognitifs, je fais un rapide compte-rendu là-dessus, puisque ma collègue neuropsychologue qui est là répondra à vos questions si vous en avez. Elle sera plus experte que moi dans ce domaine. Les troubles cognitifs les plus fréquents qui sont rapportés par les patients, c'est le ralentissement de la vitesse de traitement de l'information.
Donc c'est l'impression que lorsque quelqu'un me parle, par exemple, je vais mettre du temps à traiter l'information que je viens de recevoir lorsque cette personne m'a dit quelque chose, que je vais avoir un temps de réflexion qui va être plus long pour moi-même ensuite pouvoir reformuler la réponse. Donc c'est le sentiment que les fonctions intellectuelles fonctionnent, mais qu'elles fonctionnent plus lentement qu'auparavant, et parfois ça peut par exemple créer un décalage dans les discussions. Si j'ai une discussion à plusieurs, le temps que je réagisse et que je veuille dire ce que j'avais envie de dire, ben finalement la discussion elle est passée à autre chose et j'ai l'impression d'avoir raté un wagon. Il peut y avoir des difficultés de récupération en mémoire. Donc ça n'est pas un problème de mémorisation de l'information, mais c'est un problème pour aller chercher l'information. C'est le chemin pour aller chercher l'information qui ne fonctionne pas bien. Et c'est ce qui peut faire par exemple que je vais chercher un mot et que je ne vais pas réussir à le trouver. Je sais que le mot il est dans ma tête, je sais qu'il est là, mais au moment où j'en ai besoin, je n'arrive pas à aller le chercher. Et puis il peut y avoir des problématiques sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui nous permet de planifier, d'organiser et d'entrer en action quand je veux faire quelque chose. Ça concerne l'attention, la concentration, ça concerne le fait de pouvoir faire deux choses en même temps ou de planifier un week-end, un voyage, d'aller faire mes courses. Ces troubles cognitifs, on sait qu'ils sont liés à l'atteinte du système nerveux central et du cerveau en particulier. Et puis après, par contre, il peut y avoir des facteurs d'aggravation. Si je suis déprimée, si je suis anxieuse, si j'ai une fatigue chronique, si j'ai des effets secondaires de certains traitements, ben potentiellement ces troubles cognitifs ils vont être maximisés par toutes ces choses qui gravitent autour du trouble en lui-même et ça va aggraver le trouble. Les troubles cognitifs ont un impact pour la personne en elle-même sur l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité, en fait, le fait de se sentir capable à faire certaines choses. Ça peut créer des difficultés, comme on l'a dit, avec la famille, le réseau social, parce que si j'étais pas attentif à ce que mon conjoint m'a dit et que du coup je l'ai pas enregistré et qu'il m'a demandé quelque chose pour le lendemain et que j'oublie de faire cette chose-là, ben ça peut générer du conflit, par exemple. Et puis dans le milieu professionnel, ça peut générer des oublis ou des erreurs. Diapositive suivante. À côté de ces troubles cognitifs, on parle de troubles comportementaux. Vous en avez peut-être entendu parler. Les troubles comportementaux, c'est des troubles dans l'attitude de la personne. Donc c'est des troubles qui sont moins fréquents que les troubles émotionnels et les troubles cognitifs, en dehors peut-être de ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie, c'est ce qu'on appelle de la perte d'initiative, c'est-à-dire qu'il devient difficile de s'engager dans une action, soit de penser à s'engager dans l'action et de penser à faire les choses, soit de s'engager directement, physiquement dans une action. L'apathie, c'est souvent très corrélé à la dépression. Quand on est déprimé, on a une perte d'envie, on a une perte d'intérêt, on perd la motivation à rentrer en action, à faire les choses, à faire l'effort de se mettre en route. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle de la distractibilité. C'est des personnes qui vont avoir du mal à se concentrer et qui vont avoir tendance à être happées par ce qui se passe autour. Si j'ai un bruit, si j'ai un stimulus visuel, ma concentration, en fait, elle va passer d'une chose à l'autre en permanence et je vais avoir du mal à me focaliser sur le moment présent, sur ce que je suis en train de faire. Et puis, ce qui peut se développer chez certaines personnes, c'est ce qu'on appelle de la persévération. C'est-à-dire qu'il y a une forme de rigidité de la pensée qui s'installe. Et quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à quitter cette idée et à penser que la situation pourrait peut-être se dérouler différemment et que ça pourrait peut-être fonctionner différemment à ce moment-là. Diapositive suivante. Donc ça, c'est pour les différents éléments et les différents aspects psychologiques qu'on peut avoir qui vont être liés et à l'atteinte du système nerveux central et au vécu de la maladie en lui-même. Et puis, pour aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir avec vous, mais ça fera l'objet, j'espère, de nos questions-réponses en partie, de réfléchir à ce qui pouvait être spécifique dans le vécu psychologique des formes progressives de la maladie. Donc, quelle que soit la forme de la maladie, le côté imprévisible de la maladie est une particularité de la sclérose en plaques qui la rend difficile en termes d'adaptation psychologique. Le caractère aléatoire et changeant de la maladie fait qu'on doit fournir en permanence des efforts pour s'adapter à toutes les situations en fonction de ce que je ressens comme symptôme aujourd'hui ou de ce que je ne ressens pas, ou cette fois-ci j'arrive à faire les choses alors que la dernière fois je n'ai pas réussi à les faire. Et le fait que les symptômes et la perception de ces symptômes changent au jour le jour au cours du temps, bah, ça oblige à mettre tout le temps en route des mécanismes d'adaptation et ça génère de la fatigue, de la
la difficulté et des efforts qui sont considérables. Il y a bien sûr dans cette maladie la question de l'évolution, avec le point d'interrogation sur quelle évolution, jusqu'où, et puis la question de l'acceptabilité des symptômes. Est-ce que je suis capable d'accepter tous les symptômes que j'imagine pouvoir avoir? Est-ce que j'estime que j'ai une limite, qu'à un moment donné, je ne pourrai pas vivre avec tel ou tel symptôme? Tout ça, c'est des choses qui peuvent être difficiles, bien sûr, sur le plan psychologique, qui peuvent être accompagnées. Vous le savez, on n'a pas de traitement curatif dans la sclérose en plaques. Les traitements de fond sur les formes progressives, malheureusement, même si certains montrent une certaine efficacité, pour le moment, cette efficacité est insuffisante. Donc ça veut dire que dans le sentiment que j'ai de pouvoir contrôler ma maladie au quotidien, que j'arrive à faire des choses pour la stabiliser, pour améliorer les choses, dans la sclérose en plaques de forme secondairement progressive ou progressive, le traitement ne va pas pouvoir être la réponse à ça. Ou alors dans des cas particuliers, et c'est ce sur quoi appuyer Françoise, et je la rejoins aussi sur les aspects psychologiques, c'est les traitements symptomatiques. Les traitements symptomatiques ne sont pas un moyen de contrôler l'évolution de la maladie, mais ils sont un moyen de contrôler la manière dont vous vivez les symptômes au quotidien. Et utiliser ces traitements symptomatiques, bien sûr, pour contrôler les symptômes, mais aussi pour pouvoir avoir le sentiment que je peux faire des choses pour essayer de maîtriser en partie ma maladie, pour essayer de contenir ma maladie et pour me sentir dans la possibilité d'agir et de ne pas être passif et de ne pas faire que subir les choses. Cette question-là de pouvoir être actif, vicise le fait d'être passif, elle peut se poser aussi dans les essais thérapeutiques. Est-ce que je souhaite entrer dans un essai thérapeutique? Est-ce que je ne le souhaite pas? Alors après, il y a la question des critères de est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Mais les positionnements par rapport aux essais thérapeutiques vont être très, très différents selon les personnes que j'ai en face de moi quand j'en discute en tout cas. Pour certaines personnes, ça va être générateur d'espoir et d'idée que oui, je prends un traitement, donc je fais quelque chose pour essayer de gérer ma maladie. J'ai d'autres personnes qui vont me dire qu'elles ont l'impression d'être des cobayes et qu'elles ne veulent surtout pas participer à des essais thérapeutiques. Ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Mais les essais thérapeutiques peuvent être un soutien sur les aspects psychologiques pour à nouveau être dans quelque chose de l'ordre de « je suis actif pour faire face à ma maladie » et pas dans une position où je pourrais avoir le sentiment d'être passif. Et puis je vous ai ajouté, comme vous l'avez compris, autre chose sur la sclérose en plaques de forme secondairement progressive. On sait que sur le plan psychologique, les personnes qui vivent le moins bien la maladie sont les personnes qui passent à la forme secondairement progressive. Alors c'est vrai pendant la période de passage à la forme secondairement progressive, et puis après les personnes trouvent le moyen de s'adapter, mais il y a un moment clé du fait de la difficulté du diagnostic, comme vous l'a dit Françoise, mais aussi du fait que souvent le passage en forme secondairement progressive, ça a le même effet psychologique qu'une deuxième annonce de diagnostic. Beaucoup de patients m'indiquent qu'ils ont l'impression qu'on leur a annoncé en fait une deuxième maladie et donc tous les processus psychologiques pour s'adapter au premier diagnostic sont en quelque sorte à recommencer, à remettre en place pour retrouver un équilibre avec cette nouvelle forme de maladie. En psychologie, retrouver un équilibre avec un événement stressant dans sa vie, on appelle ça la résilience. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc effectivement, cette maladie met à l'épreuve la résilience. Quelle que soit sa forme, l'équilibre, il est en permanence à chercher, à trouver. Et donc, il n'y a pas une résilience dans cette maladie, mais il y a des processus de résilience permanents qui sont possibles, mais qui vont demander des efforts et qui peuvent être facteurs d'épuisement au quotidien. Voilà un peu sur ce que je pouvais vous dire sur les aspects psychologiques. On va appeler maintenant quelques collègues qui vont nous rejoindre. Donc, je vais appeler le docteur Juliana Ionescu, qui est neurologue, Hélène Galiche, qui est neuropsychologue, le docteur Marie-Caroline Pouget, qui est médecin rééducateur. Et je crois que ce sera tout pour cette salle. Et donc, on va pouvoir maintenant faire une session de questions-réponses. Alors, les questions peuvent bien sûr porter sur la conférence que vous venez d'écouter, mais ça peut aussi porter sur tout type de questions que vous pourriez avoir aujourd'hui autour de votre maladie, de la prise en charge de cette maladie. Et bien sûr, le réseau Rhône-Alpes-CEP remercie les laboratoires pour leur soutien aujourd'hui. C'est grâce à eux que ça fait plus de 20 ans qu'on peut proposer cette journée.
Et puis on remercie aussi sur la diapositive suivante toutes les associations de patients qui sont présentes et qui répondent chaque année. Ah, elle n'y est pas ? Si, voilà, super. Pour les associations qui sont présentes. Merci beaucoup.